Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Moi qui suis passionné d'histoire, oui, l'histoire, c'est le fun de la lire, de la comprendre, mais il faut aussi, dans certains cas, la reconstituer. Et c'est l'œuvre des historiens avec des méthodes. Là aussi, la science, l'ADN permet de retrouver des criminels, mais l'ADN permet aussi de reconstituer, semble-t-il, des événements survenus il y a fort longtemps, de les comprendre, de les placer dans le temps. Hendrik Van Gezegem, chargé de projet en archéologie et histoire au musée Pointe-à-Calière, est avec nous. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Et là, donc, vous avez une nouvelle méthode, à partir de l'ADN fossile? Ben oui, avec des collaborateurs à l'UQAM, Cassandre Lazare et son étudiante Marjorie Collette, on a eu à faire des opérations ensemble pour d'autres raisons, et ces gens-là qui voient vraiment le monde en termes de son contenu de bactérien ou de micro-organismes se sont dit, c'est intéressant, à Pointe-à-Calière, vous avez des sols comme ça, archéologiques, préservés, des sites, puis est-ce qu'on peut prendre quelques échantillons? On a dit oui, on n'y voit pas de mal. Puis leur idée, c'était de développer une méthode pour discriminer les micro-organismes fossiles dans le sol de ceux qui existent encore. Donc, de voir quelles étaient les populations de micro-organismes à l'époque, dans ce cas-là, du fort de Ville-Marie. Oui, parce que là, ça tournait autour des fouilles au fort de Ville-Marie. Exact. Qui est où à Montréal, là, pour les gens? C'est sur la Pointe-à-Calière. C'est sous un de nos pavillons du musée Pointe-à-Calière, faisant place face à ce qui est maintenant la place Duville. Donc, pour ceux qui sont venus au musée, c'est le pavillon dans lequel il y a un plancher de verre sous lequel on voit certains des vestiges du fort de Ville-Marie. Donc, on a échantillonné dans ce coin-là pour répondre à la question. Puis apparemment, les microbiologistes n'avaient pas posé cette question-là. Ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas capables, mais ils n'avaient pas développé la méthode d'identifier les bactéries et autres micro-organismes fossiles, donc qui ont déjà existé dans le passé, mais qui n'existent plus nécessairement aujourd'hui. Ce qui apporte cette distinction-là entre micro-organismes fossiles et ceux qui existent encore, qui apporte quelle information historique, quelle conclusion historique vous pouvez en tirer? Bien, moi, je suis nouveau dans ce milieu-là, donc j'apprends encore aussi, mais ce dont on se rend compte, c'est que certains micro-organismes ont des préférences très, très, très spécifiques environnementales. Donc, ils vont s'attacher à certaines substances, à certains niveaux d'acidité, donc plein de trucs comme ça. Et en les identifiant dans le sol, en identifiant leur ADN, on peut reconstruire quelles sont les préférences qu'ont ces micro-organismes spécifiques-là. Donc, on est encore en train d'éplucher toutes les données. Donc, on pourrait deviner qu'est-ce qu'il y a eu ici, quels matériaux, qu'est-ce qui a été cultivé, enterré. On pourrait donc... C'est ça que ça nous révèle en ce moment. On est tout début. Il va falloir qu'on digère beaucoup de cette information-là, puis qu'on soit prudent dans nos interprétations. Mais en ce moment, il y a des choses qui se révèlent, qui semblent être révélées par une convergence de données qui proviennent de la microbiologie, puis souvent à propos desquelles les données archéologiques ou historiques étaient complètement muettes. Donc, on est en présence d'une nouvelle couche d'interprétation de ce que le passé a pu avoir l'air pour les gens qui étaient là. Est-ce que les travaux de ces scientifiques de l'UQAM, avec vous, les historiens, concordent ou se marient avec des projets du même genre d'études qui sont faits ailleurs dans le monde? Parce que souvent, dans le monde scientifique, c'est ce qu'on réalise, là, qu'à différents endroits, des gens travaillent un peu sur les mêmes avancées. Ce dont on se rend compte, du mieux qu'on puisse le juger dans la littérature des langues qu'on maîtrise, c'est pas une méthode qui est appliquée à des sites archéologiques ailleurs dans le monde. Donc, on innove. On innove et j'ai l'impression que le potentiel est énorme pour comprendre des sites. Peut-être qu'il va falloir définir quels sont les contextes qui se prêtent le mieux à ce genre d'études-là, ce genre d'analyse-là. Peut-être qu'il va falloir développer des protocoles puis tout ça, mais on est, je pense, en présence d'un potentiel immensément intéressant pour comprendre le passé à partir de ces données-là. Donc, j'essaie de déduire. Donc, si on a, par exemple, un bâtiment ou une cour qui était devant un bâtiment, là, on travaille avec des hypothèses. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à partir des textes de l'époque? On dit il y aurait pu avoir tel type d'activité ou tel autre.
Donc, à partir des micro-organismes, on pourrait dire, ben non, ça, il faut l'exclure complètement, parce que s'il y avait eu cette activité-là, il n'y aurait pas eu... Donc, on va pouvoir aller avec des probabilités, des exclusions, donc augmenter ses chances d'arriver à la bonne hypothèse. En ce moment, on est dans un processus d'induction pure, c'est-à-dire qu'on va à la pêche pour voir ce qu'il y a. Donc, on n'avait pas d'hypothèse par rapport à ce qu'on allait trouver, parce qu'on ne savait même pas si la méthode allait être robuste, puis nous donner des données. Puis là, je vais vous donner un exemple de ce qui semble être une des petites conclusions super intéressantes quand même. Le phare de Ville-Marie est très mal connu. Il n'y a pas d'iconographie, on ne sait pas de quoi il a l'air. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de dessin non, il n'y a pas de dessin. Aucun. Absolument pas. On sait qu'il y en avait un parce qu'il y a des fondations. Puis... C'est ça. Puis on les a trouvés archéologiquement, puis on peut déduire un certain nombre de choses. Mais une des questions dans toutes nos reconstructions, puis les maquettes, puis les dessins qu'on fait du phare de Ville-Marie, une des questions qui revient souvent, est-ce qu'il y avait des jardins à l'intérieur ou il y avait des champs à l'extérieur? On sait qu'il y avait des champs à l'extérieur, mais est-ce qu'il y avait des petits potagers à l'intérieur? Ça tombe sous le sens, mais archéologiquement, on n'a rien trouvé comme ça. Est-ce qu'on s'attendrait à retrouver quelque chose archéologiquement? Pas nécessairement. Mais un de nos échantillons qui semble déterminant dans ce sens-là, et il y a beaucoup de bactéries ou de communautés bactériennes qui vivent ou qui ont des préférences pour certaines racines de végétaux. Donc, on sait que les végétaux étaient là, mais de fait que les bactéries s'attachent aux racines, on sait que si les racines étaient là, c'est qu'il y avait de la culture sur place. Donc, il semble qu'il y a des fortes probabilités qu'un de nos échantillons provienne directement d'un petit endroit qui aurait été un potager à l'époque et où on aurait fait pousser, entre autres choses, du tabac, qui est une plante indigène, mais qui a été incorporée très, très rapidement par les Français dans leur pratique. Et il semblerait que à la lumière des données bactériologiques qu'on faisait pousser, entre autres choses, du tabac dans des petits potagers à l'intérieur de l'enceinte du phare de Ville-Marie. Chaque fois que je parle à des gens qui font votre travail, je me dis il faut 2 choses pour réussir dans ce domaine-là. Il faut être passionné et patient. Tout à fait. Parce qu'on n'arrive pas dans la minute à des choses. Il faut être passionné et patient pour y arriver. Surtout dans un cas comme celui-ci, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'une grande prudence dans nos interprétations parce qu'on ne sait pas exactement ce que les bactéries signifient. Donc, il va falloir qu'on regarde moins des bactéries individuelles que des communautés entre elles. Ce que les communautés bactériennes, il y a différents types d'êtres unicellulaires et tout ça. Donc, en gros, vous nous dites, à cette étape-ci préliminaire, il faut éviter de surinterpréter. Mais en même temps, il y a quelque chose d'excitant de se rendre compte qu'on débarque peut-être dans une toute nouvelle gamme d'outils là, pour essayer de mieux comprendre le passé. Hendrik Van Ghezeghem, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.